Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Pardon, j'ai encore frotté mon jean à côté du micro. Je suis insupportable, incorrigible. Désolée. Bon, j'espère que c'est pas trop pénible quand même. J'ai des petits oiseaux qui chantent. Non, j'ai essayé de me rappeler une chanson, mais je l'ai pas là. Ah non, ça y est, je sais ce que j'ai. Non, celle-ci non. Très bien. Et je reprends Un amour de Swann. Voilà. Il y a un peu de vent, j'espère que vous ne l'entendez pas trop dans le micro, ce qui est très désagréable. Voilà. Un amour de soi. Bien qu'elle ne lui permît pas en général de la rejoindre dans des lieux publics, disant que cela ferait jaser, il arrivait que dans une soirée où il était invité comme elle chez Forcheville, chez le peintre ou à un bal de charité dans un ministère, il se trouva en même temps qu'elle. Il la voyait mais n'osait pas rester de peur de l'irriter en ayant l'air d'épier les plaisirs qu'elle prenait avec d'autres et qui, tandis qu'il rentrait solitaire, qu'il allait se coucher anxieux comme je devais l'être moi-même quelques années plus tard, les soirs où il viendrait dîner à la maison à Combray, lui semblait illimité parce qu'il n'en avait pas vu la fin. Et une fois ou deux, il connut par de tels soirs de ses joies qu'on serait tenté, si elle ne subissait avec tant de violence le choc en retour de l'inquiétude brusquement arrêtée, d'appeler des joies calmes, parce qu'elles consistent en un apaisement. Il était allé passer un instant à un raout chez le peintre et s'apprêtait à le quitter. Il y laissait Odette muée en une brillante étrangère au milieu d'hommes à qui ses regards et sa gaieté, qui n'étaient pas pour lui, semblaient parler de quelque volupté, qui serait goûtée là ou ailleurs, peut-être au bal des incohérents, où il tremblait qu'elle n'allât ensuite, et qui causait à Swann plus de jalousie que l'union charnelle même, parce qu'il l'imaginait plus difficilement. Il était déjà prêt à passer la porte de l'atelier quand il s'entendait rappeler par ces mots, qui, en retranchant de la fête cette fin qui l'épouvantait, la lui rendait rétrospectivement innocente, faisait du retour d'Odette une chose non plus inconcevable et terrible, mais douce et connue, et qui tiendrait à côté de lui, pareil à un peu de sa vie de tous les jours, dans sa voiture, et dépouillait Odette elle-même de son apparence trop brillante et gaie, montrait que ce n'était qu'un déguisement qu'elle avait revêtu un moment, pour lui-même, non en vue de mystérieux plaisirs et duquel elle était déjà lasse. Par ces mots qu'Odette lui jetait, comme il était déjà sur le seuil, « Vous ne voudriez pas m'attendre 5 minutes, je vais partir, nous reviendrions ensemble, vous me ramèneriez chez moi. » Il est vrai qu'un jour Forcheville avait demandé à être ramené en même temps. Mais comme, arrivé devant la porte d'Odette, il avait sollicité la permission d'entrer aussi, Odette lui avait répondu en montrant Swann. « Ah, cela dépend de ce monsieur-là. Demandez-lui. Enfin, entrez un moment si vous voulez, mais pas longtemps, parce que je vous préviens qu'il aime causer tranquillement avec moi, et qu'il n'aime pas beaucoup qu'il y ait des visites quand il vient. Ah, si vous connaissiez cet être-là autant que je le connais, n'est-ce pas, my love? Il n'y a que moi qui vous connaisse bien. » Et Swann était peut-être encore plus touché de l'avoir ainsi lui adressé en présence de Forcheville, non seulement ses paroles de tendresse, de prédilection, mais encore certaines critiques comme « Je suis sûre que vous n'avez encore répondu à vos amis pour votre dîner de dimanche. N'y allez pas si vous ne voulez pas, mais soyez au moins poli. » Ou « Avez-vous laissé seulement ici votre essai sur Vermeer pour pouvoir l'avancer un peu demain? Quel paresseux! Je vous ferai travailler, moi !» qui prouvait qu'Odette se tenait au courant de ses invitations dans le monde et de ses études d'art, qu'ils avaient bien une vie à eux deux. Et en disant cela, elle lui adressait un sourire au fond duquel il la sentait tout à lui.
Alors, à ces moments-là, pendant qu'elle leur faisait de l'orangeade, tout d'un coup, comme quand un réflecteur mal réglé d'abord promène autour d'un objet sur la muraille de grandes ombres fantastiques qui viennent ensuite se replier et s'anéantir en lui, toutes les idées terribles et mouvantes qu'il se faisait d'Odette s'évanouissaient, rejoignaient le corps charmant que Swann avait devant lui. Il avait le brusque soupçon que cette heure passée chez Odette, sous la lampe, n'était peut-être pas une heure factice, à son usage à lui, destinée à masquer cette chose effrayante et délicieuse à laquelle il pensait sans cesse sans pouvoir bien se la représenter, une heure de la vraie vie d'Odette, de la vie d'Odette quand lui n'était pas là, avec des accessoires de théâtre et des fruits de carton, mais était peut-être une heure pour le bon de la vie d'Odette, que s'il n'avait pas été là, elle eût avancé à Forcheville le même fauteuil et lui eût versé non un breuvage inconnu, mais précisément cette orangeade, que le monde habité par Odette n'était pas cet autre monde effroyable et surnaturel où il passait son temps à la situer et qui n'existait peut-être que dans son imagination, mais l'univers réel, ne dégageant aucune tristesse spéciale, comprenant cette table où il allait pouvoir écrire et cette boisson à laquelle il lui serait permis de goûter. Tous ces objets qu'il contemplait avec autant de curiosité et d'admiration que de gratitude, car si en absorbant ses rêves, il l'en avait délivré, eux, en revanche, s'en étaient enrichis. Il lui en montrait la réalisation palpable et ils intéressaient son esprit. Il prenait du relief devant ses regards, en même temps qu'il tranquillisait son cœur. Ah, si le destin avait permis qu'il pût n'avoir qu'une seule demeure avec Odette et que chez elle il fût chez lui, si en demandant au domestique ce qu'il y avait à déjeuner, c'eût été le menu d'Odette qu'il avait appris en réponse, si quand Odette voulait aller le matin se promener avenue du Bois de Boulogne, son devoir de bon mari l'avait obligé, n'eût-il pas envie de sortir à l'accompagner, portant son manteau quand elle avait trop chaud, et le soir après le dîner, si elle avait envie de rester chez elle en déshabillé, s'il avait été forcé de rester là près d'elle, à faire ce qu'elle voudrait, alors combien tous les riens de la vie de Swann qui lui semblaient si tristes, au contraire, parce qu'ils auraient en même temps fait partie de la vie d'Odette, auraient pris, même les plus familiers, et comme cette lampe, cette orangeade, ce fauteuil qui contenait tant de rêves, qui matérialisait tant de désirs, une sorte de douceur surabondante et de densité mystérieuse. Pourtant, il se doutait bien que ce qu'il regrettait ainsi, c'était un calme, une paix qui n'aurait pas été pour son amour une atmosphère favorable. Quand Odette cesserait d'être pour lui une créature toujours absente, regrettée, imaginaire. Quand le sentiment qu'il aurait pour elle ne serait plus ce même trouble mystérieux que lui causait la phrase de la sonate, mais de l'affection, de la reconnaissance. Quand s'établiraient entre eux des rapports normaux qui mettraient fin à sa folie et à sa tristesse, alors sans doute, les actes de la vie d'Odette lui paraîtraient peu intéressants et en eux-mêmes. Comme il avait déjà eu plusieurs fois le soupçon qu'ils étaient, par exemple le jour où il avait lu à travers l'enveloppe la lettre adressée à Forcheville. Considérant son mal avec autant de sagacité que s'il se l'était inoculé pour en faire l'étude, il se disait que, quand il serait guéri, ce que pourrait faire Odette lui serait indifférent. Mais du sein de son état morbide, à vrai dire, il redoutait à l'égal de la mort une telle guérison, qui eût été en effet la mort de tout ce qu'il était actuellement. Après ces tranquilles soirées, les soupçons de Swann étaient calmés. Il bénissait Odette et le lendemain, dès le matin, il faisait envoyer chez elle les plus beaux bijoux parce que ses bontés de la veille avaient excité ou sa gratitude, ou le désir de les voir se renouveler, ou un paroxysme d'amour qui avait besoin de se dépenser. Mais à d'autres moments, sa douleur le reprenait. Il s'imaginait qu'Odette était la maîtresse de Forcheville et que quand tous deux l'avaient vue, du fond du landau des Verdurins, au bois, la veille de la fête de Chatou, où il n'avait pas été invité,
la priait vainement avec cet air de désespoir qu'avait remarqué jusqu'à son cocher, de revenir avec lui, puis s'en retourner de son côté, seule et vaincue. Elle avait dû avoir pour le désigner à Forcheville et lui dire « Hein, ce qu'il rage !» Les mêmes regards brillants, malicieux, abaissés et sournois que le jour où celui-ci avait chassé Sagnette de chez les Verdurins. Alors Swann la détestait. Mais aussi je suis trop bête, se disait-il. Je paie avec mon argent le plaisir des autres. Elle fera tout de même bien de faire attention et de ne pas trop tirer sur la corde, car je pourrais bien ne plus rien donner du tout. En tout cas, renonçons provisoirement aux gentillesses supplémentaires. Pensez que pas plus tard qu'hier, comme elle disait avoir envie d'assister à la saison de Bayreuth, j'ai eu la bêtise de lui proposer de louer un des jolis châteaux du roi de Bavière pour nous deux dans les environs. Et d'ailleurs, elle n'a pas paru plus ravie que cela. Elle n'a pas encore dit ni oui ni non. Espérons qu'elle refusera, grand Dieu. Entendre du Wagner pendant 15 jours avec elle qui s'en soucie comme un poisson d'une pomme, ce serait gai. Sa haine, tout comme son amour, ayant besoin de se manifester et d'agir, il se plaisait à pousser de plus en plus loin ses imaginations mauvaises parce que, grâce aux perfidies qu'il prêtait à Odette, il la détestait davantage et pourrait, si, ce qu'il cherchait à se figurer, elle se trouvait être vraie, avoir une occasion de la punir et d'assouvir sur elle sa rage grandissante. Il alla ainsi jusqu'à supposer qu'il allait recevoir une lettre d'elle où elle lui demanderait de l'argent pour louer ce château près de Bayreuth, mais en le prévenant qu'il n'y pourrait pas venir parce qu'elle avait promis à Forcheville et aux Verdurins de les inviter. Ah, comme il eût aimé qu'elle pût avoir cette audace! Quelle joie il aurait à refuser, à rédiger la réponse vengeresse dont il se complaisait à choisir, à énoncer tout haut les termes, comme s'il avait reçu la lettre en réalité. Or, c'est ce qui arriva le lendemain même. Elle lui écrivit que les Verdurins et leurs amis avaient manifesté le désir d'assister à ces représentations de Wagner et que, s'il voulait bien lui envoyer cet argent, elle aurait enfin, après avoir été si souvent reçue chez eux, le plaisir de les inviter à son tour. De lui, elle ne disait pas un mot. Il était sous-entendu que leur présence excluait la sienne. Alors, cette terrible réponse dont il avait arrêté chaque mot la veille sans oser espérer qu'elle pourrait servir jamais, il avait la joie de la lui faire porter. Hélas! Il sentait bien qu'avec l'argent qu'elle avait ou qu'elle trouverait facilement, elle pourrait tout de même louer à Bayreuth puisqu'elle en avait envie. Elle qui n'était pas capable de faire de différence entre bac et clapisson. Mais elle y vivrait malgré tout plus chichement. Pas moyen, comme s'il lui eût envoyé cette fois quelques billets de 1000 francs, d'organiser chaque soir dans un château de ces soupers fins après lesquels elle se serait peut-être passé la fantaisie, qu'il était possible qu'elle n'eût jamais eue encore, de tomber dans les bras de Forcheville. Et puis du moins, ce voyage détesté, ce n'était pas lui, Swann, qui le paierait. Ah, s'il avait pu l'empêcher! Si elle avait pu se fouler le pied avant de partir, si le cocher de la voiture qui l'emmènerait à la gare avait consenti, à n'importe quel prix, à la conduire dans un lieu où elle fut restée quelque temps séquestrée, cette femme perfide, aux yeux émaillés par un sourire de complicité adressé à Forcheville, qu'Odette était pour Swann depuis 48 heures. Mais elle ne l'était jamais pour très longtemps. Au bout de quelques jours, le regard luisant et fourbe perdait de son éclat et de sa duplicité. Cette image d'une Odette exécrée disant à Forcheville « ce qu'il rage » commençait à pâlir, à s'effacer. Alors, progressivement reparaissait et s'élevait en brillant doucement le visage de l'autre Odette, de celle qui adressait aussi un sourire à Forcheville, mais un sourire où il n'y avait pour Swann que de la tendresse, quand elle disait « ne restez pas longtemps car ce monsieur-là n'aime pas beaucoup que j'ai des visites quand il a envie d'être auprès de moi. Ah, si vous connaissiez cet être-là autant que je le connais. » Ce même sourire qu'elle avait pour remercier Swann de quelques traits de sa délicatesse qu'elle prisait si fort, de quelques conseils qu'elle lui avait demandés dans une de ces circonstances graves où elle n'avait confiance qu'en lui. Alors, à cette Odette-là, il se demandait comment il avait pu écrire cette lettre
outrageante, cette lettre outrageante, dont sans doute jusqu'ici elle ne l'eût pas cru capable et qui avait dû le faire descendre du rang élevé, unique, que par sa bonté, sa loyauté, il avait conquis dans son estime. Il allait lui devenir moins cher, car c'était pour ces qualités-là qu'elle ne trouvait ni à Forcheville ni à aucune autre qu'elle l'aimait. C'était à cause d'elle qu'Odette lui témoignait si souvent une gentillesse qu'il comptait pour rien au moment où il était jaloux. Même plutôt de l'affection que de l'amour, mais dont il recommençait à sentir l'importance au fur et à mesure que la détente spontanée de ses soupçons, souvent accentuée par la distraction que lui apportait une lecture d'art ou la conversation d'un ami, rendait sa passion moins exigeante de réciprocité. Maintenant qu'après cette oscillation, Odette était naturellement revenue à la place d'où la jalousie de Swann l'avait un moment écartée, dans l'angle où il la trouvait charmante, il se la figurait pleine de tendresse, avec un regard de consentement si joli ainsi qu'il ne pouvait s'empêcher d'avancer les lèvres vers elle. Encore. Pardon. Qu'il ne pouvait s'empêcher d'avancer les lèvres vers elle comme si elle avait été là et qu'il eût pu l'embrasser. Et il lui gardait de ce regard enchanteur et bon autant de reconnaissance que si elle venait de la voir réellement et si cela n'eût pas été seulement son imagination qui venait de le peindre pour donner satisfaction à son désir. Comme il avait dû lui faire de la peine. Certes, il trouvait des raisons valables à son ressentiment contre elle, mais elle n'aurait pas suffi à le lui faire éprouver s'il ne l'avait pas autant aimée. N'avait-il pas eu des griefs aussi graves contre d'autres femmes auxquelles il eût néanmoins volontiers rendu service aujourd'hui, étant contre elles sans colère parce qu'il ne les aimait plus? S'il devait jamais un jour se trouver dans le même état d'indifférence vis-à-vis d'Odette, il comprendrait que c'était sa jalousie, seule, qui lui avait fait trouver quelque chose d'atroce, d'impardonnable à ce désir, au fond si naturel, provenant d'un peu d'enfantillage et aussi d'une certaine délicatesse d'âme, de pouvoir à son tour, puisqu'une occasion s'en présentait, rendre des politesses au Verdurin, jouer à la maîtresse de maison. Il revenait à ce point de vue, opposé à celui de son amour et de sa jalousie, et auquel il se plaçait quelquefois par une sorte d'équité intellectuelle et pour faire la part des diverses probabilités, d'où il essayait de juger Odette comme s'il ne l'avait pas aimée, comme si elle était pour lui une femme comme les autres, comme si la vie d'Odette n'avait pas été, dès qu'il n'était plus là, différente, tramée en cachette de lui, ourdie contre lui. Pourquoi croire qu'elle goûterait là-bas avec Forcheville ou avec d'autres des plaisirs enivrants qu'elle n'avait pas connus auprès de lui et que seule sa jalousie forgeait de toutes pièces? À Bayreuth comme à Paris, s'il arrivait que Forcheville pensât à lui, ce n'eût pu être que comme à quelqu'un qui comptait beaucoup dans la vie d'Odette, à qui il était obligé de céder sa place, la place, quand il se rencontrait chez elle. Si Forcheville et elle triomphaient d'être là-bas malgré lui, c'est lui qui l'aurait voulu en cherchant inutilement à l'empêcher d'y aller, tandis que s'il avait approuvé son projet, d'ailleurs défendable, elle aurait eu l'air d'être là-bas d'après son avis. Elle s'y serait sentie envoyée, logée par lui, et le plaisir qu'elle aurait éprouvé à recevoir ces gens qui l'avaient tant reçue, c'est à Swann qu'elle en aurait su gré. Et au lieu qu'elle allait partir brouillée avec lui sans l'avoir revu, s'il lui envoyait cet argent, s'il l'encourageait à ce voyage et s'occupait de le lui rendre agréable, elle allait accourir heureuse, reconnaissante, et il aurait cette joie de la voir qu'il n'avait pas goûtée depuis près d'une semaine et que rien ne pouvait lui remplacer. Car sitôt que Swann pouvait se la représenter sans horreur, qu'il revoyait de la bonté dans son sourire et que le désir de l'enlever à tout autre n'était plus ajouté par la jalousie à son amour,
Cet amour redevenait surtout un goût pour les sensations que lui donnait la personne d'Odette, pour le plaisir qu'il avait à admirer comme un spectacle ou à interroger comme un phénomène le lever d'un de ses regards, la formation d'un de ses sourires, l'émission d'une intonation de sa voix. Et ce plaisir différent de tous les autres avait fini par créer en lui un besoin d'elle et qu'elle seule pouvait assouvir par sa présence ou ses lettres. Presque aussi désintéressé, presque aussi artistique, aussi pervers qu'un autre besoin qui caractérisait cette période nouvelle de la vie de Swann où, à la sécheresse, à la dépression des années antérieures, avait succédé une sorte de trop-plein spirituel, sans qu'il sût davantage à quoi il devait cet enrichissement inespéré de sa vie antérieure qu'une personne de santé délicate qui à partir d'un certain moment se fortifie, engraisse et semble pendant quelque temps s'acheminer vers une complète guérison. Cet autre besoin qui se développait aussi en dehors du monde réel, c'était celui d'entendre, de connaître de la musique. Ainsi, par le chimisme même de son mal, après qu'il avait fait de la jalousie avec son amour, il recommençait à fabriquer de la tendresse, de la pitié pour Odette. Elle était redevenue l'Odette charmante et bonne. Il avait des remords d'avoir été dur pour elle. Pardon. Il voulait qu'elle vînt près de lui et, auparavant, il voulait lui avoir procuré quelque plaisir pour voir la reconnaissance pétrir son visage et modeler son sourire. Aussi Odette, sûre de le voir venir après quelques jours, aussi tendre et soumis qu'avant, lui demander une réconciliation, prenait-elle l'habitude de ne plus craindre de lui déplaire et même de l'irriter, lui refusait-elle, quand cela lui était commode, les faveurs auxquelles il tenait le plus. Peut-être ne savait-elle pas combien il avait été sincère vis-à-vis d'elle pendant la brouille, quand il lui avait dit qu'il ne lui enverrait pas d'argent et chercherait à lui faire du mal. Peut-être ne savait-elle pas davantage combien il l'était vis-à-vis sinon d'elle, du moins de lui-même, en d'autres cas ou dans l'intérêt de l'avenir de leur liaison, pour montrer à Odette qu'il était capable de se passer d'elle, qu'une rupture restait toujours possible. Il décidait de rester quelque temps sans aller chez elle. Parfois, c'était après quelques jours où elle ne lui avait pas causé de soucis nouveaux, et comme des visites prochaines qu'il lui ferait, il savait qu'il ne pouvait tirer nul bien grand de joie, mais plus probablement quelque chagrin qui mettrait fin au calme où il se trouvait. Il lui écrivait qu'étant très occupé, il ne pourrait la voir aucun des jours qu'il lui avait dit. Or, une lettre d'elle, se croisant avec la sienne, le priait précisément de déplacer un rendez-vous. Il se demandait pourquoi. Ses soupçons, sa douleur le reprenaient. Il ne pouvait plus tenir dans l'état nouveau d'agitation où il se trouvait. L'engagement qu'il avait pris dans l'état antérieur de calme relatif, il courait chez elle et exigeait de la voir tous les jours suivants. Et même si elle ne lui avait pas écrit la première, si elle répondait seulement, cela suffisait pour qu'il ne pût plus rester sans la voir. Car, contrairement au calcul de Swann, le consentement d'Odette avait tout changé en lui. Comme tous ceux qui possèdent une chose pour savoir ce qui arriverait s'il cessait un moment de la posséder, il avait ôté cette chose de son esprit, en y laissant tout le reste dans le même état que quand elle était là. Or, l'absence d'une chose, ce n'est pas que cela, ce n'est pas un simple manque partiel, c'est un bouleversement de tout le reste, c'est un état nouveau qu'on ne peut prévoir dans l'ancien. Mais d'autres fois, au contraire, Odette était sur le point de partir en voyage. C'était après quelques petites querelles dont il choisissait le prétexte qu'il se résolvait à ne pas lui écrire et à ne pas la revoir avant son retour, donnant ainsi les apparences et demandant le bénéfice d'une grande brouille qu'elle croirait peut-être définitive, à une séparation dont la plus longue part était inévitable du fait du voyage et qu'il faisait commencer seulement un peu plus tôt. Déjà, il se figurait Odette inquiète, affligée, de n'avoir reçu ni visite ni lettre, et cette image, en calmant sa jalousie, lui rendait facile de se déshabituer de la voir. Sans doute, par moments, tout au bout de son esprit, où sa résolution la refoulait grâce à toute la longueur interposée des 3 semaines de séparation acceptée, c'était avec plaisir qu'il considérait l'idée qu'il reverrait Odette à son retour.
Mais c'était aussi avec si peu d'impatience qu'il commençait à se demander s'il ne doublerait pas volontairement la durée d'une abstinence si facile. Elle ne datait encore que de 3 jours, temps beaucoup moins long que celui qu'il avait souvent passé en ne voyant pas Odette et sans l'avoir comme maintenant prémédité. Et pourtant, voici qu'une légère contrariété ou un malaise physique, en l'incitant à considérer le moment présent comme un moment exceptionnel, en dehors de la règle, où la sagesse même admettrait d'accueillir l'apaisement qu'apporte un plaisir et de donner congé jusqu'à la reprise utile de l'effort à la volonté, suspendait l'action de celle-ci qui cessait d'exercer sa compression. Ou, moins que cela, le souvenir d'un renseignement qu'il avait oublié de demander à Odette, si elle avait décidé la couleur dont elle voulait faire repeindre sa voiture ou pour une certaine valeur de bourse, si c'était des actions ordinaires ou privilégiées qu'elle désirait acquérir. C'était très joli de lui montrer qu'il pouvait rester sans la voir, mais si après ça la peinture était à refaire ou si les actions ne donnaient pas de dividendes, il serait bien avancé. Voici que comme un caoutchouc tendu qu'on lâche ou comme l'air dans une machine pneumatique qu'on entr'ouvre, l'idée de la revoir, des lointains où elle était maintenue, revenait d'un bond dans le champ du présent et des possibilités immédiates. Elle y revenait sans plus trouver de résistance, et d'ailleurs si irrésistible que Swann avait eu bien moins de peine à sentir s'approcher un à un les 15 jours qu'il devait rester séparé d'Odette, qu'il n'en avait à attendre les 10 minutes que son cocher mettait pour atteler la voiture qui allait l'emmener chez elle, et qu'il passait dans des transports d'impatience et de joie où il ressaisissait 1000 fois pour lui prodiguer sa tendresse, cette idée de la retrouver qui, par un retour si brusque, au moment où il la croyait si loin, était de nouveau près de lui dans sa plus proche conscience. C'est qu'elle ne trouvait plus pour lui faire obstacle le désir de chercher sans plus tarder à lui résister, qui n'existait plus chez Swann depuis que, s'étant prouvé à lui-même, il le croyait du moins, qu'il en était si aisément capable, il ne voyait plus aucun inconvénient à ajourner un essai de séparation qu'il était certain maintenant de mettre à exécution dès qu'il le voudrait. C'est aussi que cette idée de la revoir revenait parée pour lui d'une nouveauté, d'une séduction, douée d'une virulence que l'habitude avait émoussée, mais qui s'était retrempée dans cette privation non de 3 jours, mais de 15, car la durée d'un renoncement doit se calculer par anticipation sur le terme assigné, et de ce qui jusque-là eût été un plaisir attendu qu'on sacrifie aisément, avait fait un bonheur inespéré contre lequel on est sans force. C'est enfin qu'elle y revenait embellie par l'ignorance où était Swann de ce qu'Odette avait pu penser, faire peut-être en voyant qu'il ne lui avait pas donné signe de vie, si bien que ce qu'il allait trouver, c'était la révélation passionnante d'une Odette presque inconnue. Mais elle, de même qu'elle avait cru que son refus d'argent n'était qu'une feinte, ne voyait qu'un prétexte dans le renseignement que Swann venait lui demander sur la voiture à repeindre ou la valeur à acheter, car elle ne reconstituait par les diverses phases de ces crises qu'il traversait et dans l'idée qu'elle s'en faisait, elle omettait d'en comprendre le mécanisme, car elle ne reconstituait pas les diverses phases de ces crises qu'il traversait et, dans l'idée qu'elle s'en faisait, elle omettait d'en comprendre le mécanisme, ne croyant qu'à ce qu'elle connaissait d'avance, à la nécessaire, à l'infaillible et toujours identique terminaison. Idée incomplète, d'autant plus profonde peut-être, si on la jugeait du point de vue de Swann, qui eût sans doute trouvé qu'il était incompris d'Odette, comme un morphinomane ou un tuberculeux, persuadé qu'ils ont été arrêtés, l'un par un événement extérieur au moment où il allait se délivrer de son habitude invétérée, l'autre par une indisposition accidentelle au moment où il allait être enfin rétabli, se sentent incompris du médecin qui n'attache pas la même importance qu'eux à ses prétendues contingences, simple déguisement, selon lui, revêtu pour redevenir sensible à ses malades par le vice et l'état morbide qui, en réalité, n'ont pas cessé de peser incurablement sur eux tandis qu'ils berçaient des rêves de sagesse ou de guérison.
Et de fait, l'amour de Swann en était arrivé à ce degré où le médecin et, dans certaines affections, le chirurgien le plus audacieux se demande si priver un malade de son vice ou lui ôter son mal est encore raisonnable ou même possible. Certes, l'étendue de cet amour, Swann n'en avait pas une conscience directe. Quand il cherchait à le mesurer, il lui arrivait parfois qu'il semblât diminuer, presque réduit à rien. Par exemple, le peu de goût, presque le dégoût que lui avait inspiré avant qu'il aimât Odette, ses traits expressifs, son teint sans fraîcheur, lui revenait à certains jours. Vraiment, il y a progrès sensible, se disait-il le lendemain, à voir exactement les choses. Je n'avais presque aucun plaisir hier à être dans son lit. C'est curieux, je la trouvais même laide. Et certes, il était sincère, mais son amour s'étendait bien au-delà des régions du désir physique. La personne même d'Odette n'y tenait plus une grande place. Quand du regard il rencontrait sur sa table la photographie d'Odette, ou quand elle venait le voir, il avait peine à identifier la figure de Cher ou de Bristol avec le trouble douloureux et constant qui habitait en lui. Il se disait presque avec étonnement « C'est elle ». Comme si tout d'un coup, on nous montrait extériorisée devant nous une de nos maladies et que nous ne la trouvions pas ressemblante à ce que nous souffrons. Elle. Il essayait de se demander ce que c'était, car c'est une ressemblance de l'amour et de la mort, plutôt que celle si vague que l'on redit toujours, de nous faire interroger plus avant, dans la peur que sa réalité se dérobe, le mystère de la personnalité. Et cette maladie qu'était l'amour de Swann avait tellement multiplié, il était si étroitement mêlé à toutes les habitudes de Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie, même à ce qu'il désirait pour après sa mort. Il ne faisait tellement plus qu'un avec lui qu'on n'aurait pas pu l'arracher de lui sans le détruire lui-même à peu près tout entier. Comme on dit en chirurgie, son amour n'était plus opérable. Par cet amour, Swann avait été tellement détaché de tous les intérêts que quand par hasard il retournait dans le monde, en se disant que ses relations, comme une monture élégante qu'elle n'aurait pas d'ailleurs su estimer très exactement, pouvaient lui rendre à lui-même un peu de prix aux yeux d'Odette, et ça aurait peut-être été vrai en effet si elle n'avait été avilie par cet amour même, qui pour Odette dépréciait toutes les choses qu'elle touchait par le fait qu'il semblait les proclamer moins précieuses, il éprouvait, à côté de la détresse d'être dans des lieux, au milieu de gens qu'elle ne connaissait pas, le plaisir désintéressé qu'il aurait pris à un roman ou un tableau où sont peints les divertissements d'une classe oisive. Comme chez lui, il se complaisait à considérer le fonctionnement de sa vie domestique, l'élégance de sa garde-robe, de sa livrée et de sa livrée, le bon placement de ses valeurs, de la même façon qu'à lire dans Saint-Simon, qui était un de ses auteurs favoris, la mécanique des journées, le menu des repas de Madame de Maintenon, ou l'avarice avisée et le grand train de Lully. Et dans la faible mesure où ce détachement n'était pas absolu, la raison de ce plaisir nouveau que goûtait Swann, c'était de pouvoir émigrer un moment dans les rares parties de lui-même restées presque étrangères à son amour, à son chagrin. À cet égard, cette personnalité que lui attribuait ma grand-tante de fils Swann, distincte de sa personnalité plus individuelle de Charles Swann, était celle où il se plaisait maintenant le mieux. Un jour que, pour l'anniversaire de la princesse de Parme, et parce qu'elle pouvait souvent être indirectement agréable à Odette en lui faisant avoir des places pour des galas, des jubilés, il avait voulu lui envoyer des fruits, ne sachant pas trop comment les commander. Il en avait chargé une cousine de sa mère qui, ravie de faire une commission pour lui avait écrit en lui rendant compte qu'elle n'avait pas pris tous les fruits au même endroit, mais les raisins chez Crapote, dont c'est la spécialité, les fraises chez Joret, les poires chez Chevet, où elles étaient plus belles, etc. Chaque fruit visité et examiné un par mois. Et en effet, par les remerciements de la princesse, il avait pu juger du parfum des fraises et du moelleux,
des poires. Mais surtout, chaque fruit visité et examiné un par mois avait été un apaisement à sa souffrance. En emmenant sa conscience dans une région où il se rendait rarement, bien qu'elle lui appartînt comme héritier d'une famille de riches et bonne bourgeoisie où s'était conservé héréditairement, tout prêt à être mis à son service dès qu'il le souhaitait, la connaissance des bonnes adresses et l'art de savoir bien faire une commande. Certes, il avait trop longtemps oublié qu'il était le fils Swann pour ne pas ressentir, quand il le redevenait un moment, un plaisir plus vif que ceux qu'il eût pu éprouver le reste du temps et sur lesquels il était blasé. Et si l'amabilité des bourgeois, pour lesquels il était resté sur tout cela, était moins vive que celle de l'aristocratie, mais plus flatteuse d'ailleurs, car chez eux du moins elle ne se sépare jamais de la considération, une lettre d'altesse, quelque divertissement princier qu'elle lui proposa, ne pouvait lui être aussi agréable que celle qui lui demandait d'être témoin ou seulement d'assister à un mariage dans la famille de vieux amis de ses parents, dont les uns avaient continué à le voir, comme mon grand-père qui, l'année précédente, l'avait invité au mariage de ma mère, et dont certains autres le connaissaient personnellement à peine, mais se croyaient des devoirs de politesse envers le fils, envers le digne successeur de feu Monsieur Swann. Mais, par les intimités déjà anciennes qu'il avait permis, eux, les gens du monde, dans une certaine mesure, faisaient aussi partie de sa maison, de son domestique et de sa famille. Il se sentait, à considérer ses brillantes amitiés, le même appui hors de lui-même, le même confort qu'à regarder les belles terres, la belle argenterie, le beau linge de table qui lui venait des siens. Et la pensée que s'il tombait chez lui frappé d'une attaque, ce serait tout naturellement le duc de Chartres, le prince de Reuss, le duc de Luxembourg et le baron de Charlus, que son valet de chambre courrait chercher, lui apportait la même consolation qu'à notre vieille Françoise de savoir qu'elle serait ensevelie dans des draps fins à elle, marqués, non reprisés, ou si finement que cela ne donnait qu'une plus haute idée du soin de l'ouvrière, linceul de l'image fréquente duquel elle tirait une certaine satisfaction, sinon de bien-être, au moins d'amour-propre. Mais surtout, comme dans toutes celles de ses actions et de ses pensées qui se rapportaient à Odette, Swann était constamment dominé et dirigé par le sentiment inavoué qu'il ne lui était peut-être pas moins cher, mais moins agréable à voir que quiconque, que le plus ennuyeux fidèle des Verdurins, quand il se reportait à un monde pour qui il était l'homme exquis par excellence, qu'on faisait tout pour attirer, qu'on se désolait de ne pas voir. Il recommençait à croire à l'existence d'une vie plus heureuse, presque en éprouver l'appétit, comme il arrive à un malade alité depuis des mois, à la diète, et qui aperçoit dans un journal le menu d'un déjeuner officiel ou l'annonce d'une croisière en Sicile. S'il était obligé de donner des excuses aux gens du monde pour ne pas leur faire de visite, c'était de lui en faire qu'il cherchait à s'excuser auprès d'Odette. Encore les payait-il, se demandant à la fin du mois, pour peu qu'il eût un peu abusé de sa patience et fût allé souvent la voir, si c'était assez de lui envoyer 4000 francs. Et pour chacune trouvait un prétexte, un présent à lui apporter, un renseignement dont elle avait besoin. Monsieur de Charlus, qu'il avait rencontré allant chez elle et qui avait exigé qu'il l'accompagnât. Et à défaut d'aucun, il priait Monsieur de Charlus de courir chez elle, de lui dire comme spontanément au cours de la conversation qu'il se rappelait avoir parlé à Swann, qu'elle voulut bien lui faire demander de passer tout de suite chez elle, mais le plus souvent Swann attendait en vain et Monsieur de Charlus lui disait le soir que son moyen n'avait pas réussi. De sorte que si elle faisait maintenant de fréquentes absences, même à Paris quand elle y restait, elle le voyait peu. Et elle qui, quand elle l'aimait, lui disait « Je suis toujours libre, et qu'est-ce que l'opinion des autres peut me faire ?» Maintenant, chaque fois qu'il voulait la voir, elle invoquait les convenances ou prétextait des occupations. Quand il parlait d'aller à une fête de charité, à un vernissage, à une première où elle serait, elle lui disait qu'il voulait afficher leur liaison, qu'il la traitait comme une fille. C'est au point que pour tâcher de n'être pas partout privée Attendez, je vais reprendre cette phrase, je l'ai mal lue.
Maintenant, chaque fois qu'il voulait la voir, elle invoquait les convenances ou prétextait des occupations. Quand il parlait d'aller à une fête de charité, à un vernissage, à une première où elle serait, elle lui disait qu'il voulait afficher leur liaison, qu'il la traitait comme une fille. C'est au point que pour tâcher de n'être pas partout privé de la rencontrer, Swann, qui savait qu'elle connaissait et affectionnait beaucoup mon grand-oncle Adolphe, dont il avait été lui-même l'ami, alla le voir un jour dans son petit appartement de la rue de Bellechasse afin de lui demander d'user de son influence sur Odette. Comme elle prenait toujours, quand elle parlait à Swann de mon oncle, des airs poétiques disant « Ah, lui, ce n'est pas comme toi, c'est une si belle chose, si grande, si jolie, que son amitié pour moi, ce n'est pas lui qui me considérerait assez peu pour vouloir se montrer avec moi dans tous les lieux publics. » Swann fut embarrassé et ne savait pas à quel ton il devait se hausser pour parler d'elle à mon oncle. Il posa d'abord l'excellence a priori d'Odette, l'axiome de sa supra-humanité séraphique, la révélation de ses vertus indémontrables et dont la notion ne pouvait dériver de l'expérience. Je veux parler avec vous. Vous savez quelle femme au-dessus de toutes les femmes, quel être adorable, quel ange est Odette. Mais vous savez ce que c'est que la vie de Paris. Tout le monde ne connaît pas Odette sous le jour où nous la connaissons, vous et moi. Alors il y a des gens qui trouvent que je joue un rôle un peu ridicule. Elle ne peut même pas admettre que je la rencontre dehors, au théâtre. Vous, en qui elle a tant de confiance, ne pourriez-vous lui dire quelques mots pour moi, lui assurer qu'elle s'exagère le tort qu'un salut de moi lui cause ? Mon oncle conseilla à Swann de rester un peu sans voir Odette, qui ne l'en aimerait que plus, et à Odette de laisser Swann la retrouver partout où cela lui plairait. Quelques jours après, Odette disait à Swann qu'elle venait d'avoir une déception en voyant que mon oncle était pareil à tous les hommes. Il venait d'essayer de la prendre de force. Elle calma Swann qui au premier moment voulait aller provoquer mon oncle, mais il refusa de lui serrer la main quand il le rencontra. Il regretta d'autant plus cette brouille avec mon oncle Adolphe qu'il avait espéré, s'il l'avait revu quelquefois et avait pu causer en toute confiance avec lui, tâcher de tirer au clair certains bruits relatifs à la vie qu'Odette avait menée autrefois à Nice. Or mon oncle Adolphe y passait l'hiver. Et Swann pensait que c'était même peut-être là qu'il avait connu Odette. Le peu qui avait échappé à quelqu'un devant lui, relativement à un homme qui aurait été l'amant d'Odette, avait bouleversé Swann. Mais les choses qu'il aurait, avant de les connaître, trouvé le plus affreux d'apprendre et le plus impossible de croire, une fois qu'il les savait, elles étaient incorporées à tout jamais à sa tristesse. Il les admettait. Il n'aurait plus pu comprendre qu'elles n'eussent pas été. Seulement, chacune opérait sur l'idée qu'il se faisait de sa maîtresse une retouche ineffaçable. Il crut même comprendre une fois que cette légèreté des mœurs d'Odette, qu'il n'eût pas soupçonnée, était assez connue, et qu'à Bade et à Nice, quand elle y passait jadis plusieurs mois, elle avait eu une sorte de notoriété galante. Il chercha, pour les interroger, à se rapprocher de certains viveurs, mais ceux-ci savaient qu'il connaissait Odette, et puis il avait peur de les faire penser de nouveau à elle, de les mettre sur ses traces. Mais lui, à qui jusque-là, rien n'aurait pu paraître aussi fastidieux que tout ce qui se rapportait à la vie cosmopolite de Bade ou de Nice, apprenant qu'Odette avait peut-être fait autrefois la fête dans ces villes de plaisir, sans qu'il dût jamais arriver à savoir si c'était seulement pour satisfaire à des besoins d'argent que grâce à lui elle n'avait plus, ou à des caprices qui pouvaient renaître, maintenant il se penchait avec une angoisse impuissante, aveugle et vertigineuse vers l'abîme sans fond où étaient allées s'engloutir ces années du début du septennat pendant lesquelles on passait l'hiver sur la promenade des Anglais, l'été sous les tilleuls de Bade. Et il leur trouvait une profondeur douloureuse mais magnifique comme celle que leur eût prêtée un poète. Et il eût mis à reconstituer les petits faits de la chronique de la Côte d'Azur d'alors, si elle avait pu l'aider à comprendre quelque chose du sourire ou des regards, pourtant si honnêtes et si simples, d'Odette, plus de passion que l'esthéticien qui interroge les documents subsistants de la Florence du XVe siècle pour tâcher d'entrer plus avant dans l'âme de la primavera, de la Bella Havana ou de la Vénus de Botticelli.
Souvent, sans lui rien dire, il la regardait. Il songeait, elle lui disait « Comme tu as l'air triste ». Il n'y avait pas bien longtemps encore de l'idée qu'elle était une créature bonne, analogue au meilleur qu'il eût connu. Il avait passé à l'idée qu'elle était une femme entretenue. Inversement, il lui était arrivé depuis de revenir de l'Odette de Crécy, peut-être trop connue des fêtards, des hommes à femmes, à ce visage d'une expression parfois si douce, à cette nature si humaine. Il se disait « Qu'est-ce que cela veut dire qu'à Nice tout le monde sache qui est Odette de Crécy ?» Ces réputations-là, même vraies, sont faites avec les idées des autres. Il pensait que cette légende, fût-elle authentique, était extérieure à Odette, n'était pas en elle comme une personnalité irréductible et malfaisante, que la créature qui avait pu être amenée à mal faire, c'était une femme aux bons yeux, au cœur plein de pitié pour la souffrance, au corps docile qu'il avait tenu, qu'il avait serré dans ses bras, et manié, une femme qu'il pourrait arriver un jour à posséder toute s'il réussissait à se rendre indispensable à elle. Elle était là, souvent fatiguée, le visage vidé pour un instant de la préoccupation fébrile et joyeuse des choses inconnues qui faisaient souffrir Swann. Elle écartait ses cheveux avec ses mains, son front, sa figure paraissait plus large. Alors tout d'un coup, quelques pensées simplement humaines, quelques bons sentiments comme il en existe dans toutes les créatures, quand dans un moment de repos ou de repliement elles sont livrées à elles-mêmes, jaillissaient de ses yeux comme un rayon jaune. Et aussitôt tout son visage s'éclairait comme une campagne grise, couverte de nuages qui soudain s'écartent pour sa transfiguration au moment du soleil couchant. La vie qui était en Odette à ce moment-là, l'avenir même qu'elle semblait rêveusement regarder, Swann aurait pu les partager avec elle. Aucune agitation mauvaise ne semblait y avoir laissé de résidus. Si rares qu'ils devinssent, ces moments-là ne furent pas inutiles. Par le souvenir, Swann reliait ses parcelles, abolissait les intervalles, coulait comme en or une Odette de bonté et de calme pour laquelle il fit plus tard, comme on le verra dans la deuxième partie de cet ouvrage, des sacrifices que l'autre Odette n'eût pas obtenus. Mais que ces moments étaient rares et que maintenant il la voyait peu. Même pour leur rendez-vous du soir, elle ne lui disait qu'à la dernière minute si elle pourrait le lui accorder, car, comptant qu'elle le trouverait toujours libre, elle voulait d'abord être certaine que personne d'autre ne lui proposerait de venir. Elle alléguait qu'elle était obligée d'attendre une réponse de la plus haute importance pour elle, et même si, après qu'elle avait fait venir Swann, des amis demandaient à Odette, quand la soirée était déjà commencée, de les rejoindre au théâtre ou à souper, elle faisait un bond joyeux et s'habillait à la hâte. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa toilette, chaque mouvement qu'elle faisait rapprochait Swann du moment où il faudrait la quitter, où elle s'enfuirait d'un élan irrésistible. Et quand, enfin prête, plongeant une dernière fois dans son miroir ses regards tendus et éclairés par l'attention, elle remettait un peu de rouge à ses lèvres, fixait une mèche sur son front et demandait son manteau de soirée bleu ciel avec des glands d'or, Swann avait l'air si triste qu'elle ne pouvait réprimer un geste d'impatience et disait « Voilà comme tu me remercies de t'avoir gardé jusqu'à la dernière minute. Moi qui croyais avoir fait quelque chose de gentil. C'est bon à savoir pour une autre fois. » Parfois, au risque de la fâcher, il se promettait de chercher à savoir où elle était allée. Il rêvait d'une alliance avec Forcheville qui peut-être aurait pu le renseigner. D'ailleurs, quand il savait avec qui elle passait la soirée, il était bien rare qu'il ne pût pas découvrir dans toutes ses relations à lui quelqu'un qui connaissait, fût-ce indirectement, l'homme avec qui elle était sortie et pouvait facilement en obtenir tel ou tel renseignement. Et tandis qu'il écrivait à un de ses amis pour lui demander de chercher à éclaircir tel ou tel point, il éprouvait le repos de cesser de se poser ces questions sans réponse et de transférer à un autre la fatigue d'interroger. Il est vrai que Swann n'était guère plus avancé quand il avait certains renseignements. Savoir ne permet pas toujours d'empêcher. Mais du moins les choses que nous savons, nous les tenons. Sinon entre nos mains, du moins dans notre pensée où nous les disposons à notre gré, ce qui nous donne l'illusion d'une sorte de pouvoir sur elles. Il était heureux toutes les fois où M. de Charlus était avec Odette.
Entre Monsieur de Charlus et elle, Swann savait qu'il ne pouvait rien se passer, que quand Monsieur de Charlus sortait avec elle, c'était par amitié pour lui et qu'il ne ferait pas difficulté à lui raconter ce qu'elle avait fait. Quelquefois, elle avait déclaré si catégoriquement à Swann qu'il lui était impossible de le voir un certain soir, elle avait l'air de tenir tant à une sortie, que Swann attachait une véritable importance à ce que Monsieur de Charlus fût libre de l'accompagner. Le lendemain, sans oser poser beaucoup de questions à Monsieur de Charlus, il le contraignait, en ayant l'air de ne pas bien comprendre ses premières réponses, à lui en donner de nouvelles, après chacune desquelles il se sentait plus soulagé, car il apprenait bien vite qu'Odette avait occupé sa soirée aux plaisirs les plus innocents. « Mais comment, mon petit mémé, je ne comprends pas bien. Ce n'est pas en sortant de chez elle que vous êtes allé au musée Grévin. Vous étiez allé ailleurs d'abord. » « Non. Oh, que c'est drôle. Vous ne savez pas comme vous m'amusez, mon petit mémé. Mais quelle drôle d'idée elle a eue d'aller ensuite au Chat Noir. C'est bien une idée d'elle. Non, c'est vous. C'est curieux. Après tout, ce n'est pas une mauvaise idée. Elle devait y connaître beaucoup de monde. Ah non, elle n'a parlé à personne. C'est extraordinaire. Alors vous êtes restés là, comme cela, tous les deux, tout seuls. Je vois d'ici cette scène. Vous êtes gentil, mon petit mémé. Je vous aime bien. Swann se sentait soulagé. Pour lui, à qui il était arrivé en causant avec des indifférents qui l'écoutaient à peine, d'entendre quelquefois certaines phrases, celle-ci par exemple, « J'ai vu hier Madame de Crécy, elle était avec un monsieur que je ne connais pas ». Phrase qui aussitôt dans le cœur de Swann passait à l'état solide, s'y durcissait comme une incrustation, le déchirait, n'en bougeait plus, qu'ils étaient doux au contraire ces mots. Elle ne connaissait personne, elle n'a parlé à personne. Comme ils circulaient aisément en lui, qu'ils étaient fluides, faciles, respirables. Et pourtant, au bout d'un instant, il se disait qu'Odette devait le trouver bien ennuyeux, pour que ce fussent là les plaisirs qu'elle préférait à sa compagnie. Et leur insignifiance, si elle le rassurait, lui faisait pourtant de la peine comme une trahison. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. Très, 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 très venteuse en fait. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Nous verrons bien. Ah là là, la jalousie. C'est terrible. Enfin, c'est pas une histoire que j'aimerais vivre, hein, leur histoire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, 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 ce n'est pas très heureux tout ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut passer par là peut-être pour après connaître d'autres amours. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas chanter, j'ai un peu froid. Et puis j'ai la voix un peu... Ou elle est trop ouverte, ou elle est un peu éraillée. Je dois boire de l'eau. Voilà. C'est intéressant tout ça. Hein. Là, je crois que je touche à vraiment les sommets. Je vous remercie beaucoup et je vous dis... vous voyez mon micro. Et je vous dis à très bientôt pour la suite d'un amour de... est-ce que oui, c'est ça, un amour de Swann. Si, je vous assure que j'ai compris ce que je suis en train de lire. Et l'Odyssée d'Homère. Voilà. Et d'autres encore. D'autres lectures arrivent. Merci et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.